On continue. Connaissez-vous la différence entre un inspecteur sur le site, notion de vice caché, le rôle de l'inspecteur, la convention, la DV, coût et durée d'une inspection. Comment ça coûte une inspection? 400 piastres. 450, 600. On a de la misère à l'avoir en bas de ça. Je trouve que c'est plus cher quand même, mais pour tout ça. Qui doit assister à l'inspection? Le client et l'inspecteur en premier Le lieu. courtier inscripteur, le vendeur, l'acheteur, puis le courtier collaborateur. Le curé. Puis l'inspecteur. L'inspecteur puis le curé de la paroisse. Ouais. Toute la famille. Tout le monde? Ouais. Tout le monde qui se marie. Ouais. Qu'est-ce que vous faites avec l'acheteur qui vous dit, écoute, j'ai un gros meeting à Toronto toute la semaine, oublie ça, moi je suis pas là, j'aimerais ça que tu sois là à l'inspection, tu m'appelleras, tu me diras comment ça va à ce niveau-là. Non. Ouais. On demande de se faire représenter par quelqu'un. Ouais. Mais Mandate ton épouse, je sais pas, Ouais. envoie quelqu'un, là, mais... j'ai tendance à dire, écoutez, là, je comprends que vous êtes bien occupé, là, mais je veux juste que vous preniez conscience que vous êtes en train d'acheter une maison d'1,5 million de dollars. C'est votre argent à vous, là. Je pense que ce serait bien important que vous soyez là. Ça, c'est une étape cruciale de la transaction, là. Puis moi, je me sens pas du tout à l'aise de faire venir un inspecteur dans une propriété, puis après ça, prendre le téléphone, vous dire, ben ça a l'air pas pire, d'après moi, il n'y a pas trop de problème, non, c'est correct, quoi que ce soit. Puis là, vous achetiez la maison, puis après ça, vous dites, non, ils ne m'ont pas vraiment donné leur juste quoi que ce soit. Je ne veux pas l'assumer, cette responsabilité-là. Donc, moi, monsieur, écoutez, on a des inspecteurs qui travaillent le samedi, il y en a qui travaillent le dimanche, il n'y a pas de problème, donnez-moi la journée, là, puis moi le trouver, puis on va le faire. Quand est-ce que vous êtes disponible? Le dimanche, pas de problème, on va faire dimanche. Mais moi, je veux que vous soyez là. J'insiste beaucoup sur ça. OK? Beaucoup. Évidemment, l'inspecteur doit être là, mais l'acheteur doit être là. C'est clair que l'acheteur doit être là. Moi, je veux que l'acheteur entende de la bouche même de l'inspecteur. Il y a ça, il y a ça, il y a ci, il y a ça, qu'il l'ait compris. Puis qu'en bout de ligne, qu'est-ce que tu fais? On va-tu de l'avant, oui ou non? On achète-tu? Tu veux-tu une baisse de prix? Qu'est-ce que tu veux? Mais qu'ils prennent une décision éclairée. Il ne pouvait pas être là. Moi, comme mon acheteur ne pouvait pas être là, moi, hier à l'inspection, moi j'y ai été, mais mon acheteur ne pouvait pas être là. Ben, tu sais. Il est pris à Neuville, à Québec. Ça va. Fait qu'il n'a pas entendu l'inspection. Puis il y avait des problèmes dans cette inspection-là. Hein? Oui. C'est ça? C'est ça. On a découvert que dans la toiture, il y a une mauvaise ventilation. Fait que le pontage est pourri. Avec des champignons et tout ça. Ouais. Là, évidemment, il a peut-être envoyé des photos, on a peut-être fait ça. Là, tu vas faire une contre-expertise de toute façon. Est-ce qu'il va être là pour la contre-expertise ou... Non. Hein? Non. C'est bien le fun, parce que tu vas peut-être faire une transaction, même si la toiture est en train de s'écraser, là, mais... Non, mais c'est parce que la contre-expertise, il est au courant, il va avoir le rapport d'inspection, il va en prendre note. Sauf que lui, il n'est pas présent, mais regarde, OK. Il peut pas être présent, je peux pas le forcer à être là, parce que ça Parce que tu as mis un délai assez sérieux au niveau de ton inspection, c'est ça? Pour moi, c'est... Oui. Il s'est revenu, il est revenu avec une contre-proposition. Contre-proposition qui a rétréci les délais pour ne pas perdre les futurs acheteurs s'il y en avait. OK. Bon. Regarde, écoute, s'il ne peut pas être là, il ne peut pas être là. S'il y avait un ami, une connaissance, un conjoint, quelque chose comme ça qui peut être là à ce niveau-là. Donc oui, moi j'insiste beaucoup pour que l'acheteur soit là. OK? Est-ce que le vendeur doit être là? Ben, idéalement, je pense que oui. Le vendeur doit être là. Est-ce que le vendeur doit suivre l'inspecteur et l'acheteur en trace? Non. Non. C'est parce que, évidemment, ça peut faire mal au vendeur. Écoutez, ça, il y a un peu de négligence au niveau de l'entretien ici. Là. Ça c'est mal fait. Ça, je vois qu'il y a un peu de laisser-aller ici. Ça, il faudrait corriger ça. À un moment donné, le vendeur va dire, hey, écoute, là, tu sais. Fait que, oui, vous voulez que le vendeur soit là, mais pas suivre l'inspecteur. Mais vous voulez qu'il soit là, surtout si on découvre des problèmes. OK? Moi, s'il n'y a pas de problème, c'est pas grave qu'il soit là. Assieds-toi dans le salon, ben on va te promener, puis laisse ton cellulaire allumé. Si on découvre un problème, je veux que le vendeur soit là pour qu'il puisse écouter la description que l'inspecteur va faire, pour pas qu'il pense strictement que c'est une stratégie pour baisser le prix. Ah, ouais, on sait ça, puis dans le fond, il est de connivence, l'inspecteur est de connivence avec l'acheteur, puis tout ça. Alors que s'il est là, il va en prendre, il va comprendre, puis si on est obligé de renégocier, il va avoir tout compris. Bien important. Bien important. Que le vendeur soit disponible. Pas nécessairement là, mais disponible avec peu de délai. Qu'on t'appelle, là, puis arrive, viens-t'en à ce niveau-là. Donc, laisse ton cellulaire allumé si tu n'es pas là, tu vas te promener, c'est correct, là, mais il faut qu'on te rejoigne. S'il y a deux courtiers dans la transaction, le courtier collaborateur, le courtier qui représente le vendeur, l'acheteur devrait être là,
Et c'est au courtier collaborateur de demander à l'inspecteur puis au client acheteur si il veut que, s'ils sont d'accord pour que vous suiviez. Peut-être qu'ils vont vous dire non, parce qu'à ce stade-ci, c'est plus vous qui contrôlez. Là, il y a un professionnel, un soi-disant professionnel, qui est là, qui lui va faire son travail. Et c'est pas à vous à vous impliquer là-dedans. J'ai déjà vu des courtiers d'immeubles qui suivaient l'inspecteur, puis l'acheteur, puis moi, non, il n'y a rien là, j'ai eu ce problème-là, là, moi, puis on l'a réglé, ben non, ça c'est une fausse affaire, là, puis il y a tout ça. À tous les fois que l'inspecteur disait quelque chose, le courtier revenait avec des commentaires, et puis évidemment, il a perdu toute sa crédibilité au complet. Et ce que ça laissait dans la bouche de l'acheteur, c'est il veut rien, il est juste là pour sa commission, lui. Il veut sauver la transaction à tout prix, il démolit tous les arguments ou quoi que ce soit. Fait que, tu sais, vous ne jouez pas un rôle actif là-dedans, là. Vous êtes totalement passif, puis vous êtes effacé là-dedans. Commencez pas à jouer à l'inspecteur, vous n'êtes pas des inspecteurs. Et le courtier d'immeuble n'est pas un inspecteur. OK? C'est ça. Et donc, le courtier qui représente le vendeur doit-il être disponible? Il n'a pas besoin d'être là, puis on ne lui demandera pas de faire la visite. Mais comme le vendeur, il doit être rejoignable. Moi, s'il y a un pépin, je veux que tout le monde soit là pour entendre la description du problème par l'inspecteur à ce moment-là, pour pas qu'il y ait de la spéculation, pour pas que ça commence à déraper ou quoi que ce soit. Donc, oui, tout le monde doit être là, mais dans un rôle peut-être plus effacé pour certains que d'autres. Oui, l'acheteur devrait être là, l'inspecteur, évidemment. Et puis, le courtier collaborateur doit être là. C'est à lui de s'enquérir, à savoir, voulez-vous que je vous suive, je suis pas, ou quoi que ce soit. Puis, si vous suivez, vous êtes inspectateur, vous n'êtes pas rien de plus que ça. C'est important que vous compreniez s'il y a des pépins, que vous soyez là, parce que c'est vous qui allez aller au front pour négocier à ce moment-là. Le vendeur et le courtier inscripteur devraient être disponibles, okay, si on a des problèmes. Et comment doivent se comporter? Obligation pour le courtier qui représente l'acheteur d'adresser avec celui-ci la question d'âge et de l'état de la maison, ainsi que ses composantes, le rôle de conseil. Bien, dans les tournées de bureau que j'ai faites, on a commenté un jugement sur la clause B2.4, spécifiquement sur la clause B2.4. Et la juge qui a émis ce jugement-là d'une dizaine de pages a fait des distinctions entre une amélioration et une réparation. Bien, bien important. Okay? L'exemple que je donnais, c'est que la toiture est rendue à la fin de sa vie. Elle a 19 ans, mais elle ne coule pas. Le vendeur a déclaré qu'il n'y a aucune... Mais l'inspecteur arrive et il dit, juste vous regarder, là, elle est fatiguée, votre toiture. Elle est fatiguée, elle tire à sa fin. J'ai pas vu de traces, elle ne coulait pas, mais je veux juste que vous preniez conscience qu'elle arrive à la fin de vie, là, et vous allez devoir la remplacer. Ah, ouais, combien? Bien, ça, une toiture comme ça, ça coûtait 10 000 $, tu sais, comme tel. Et puis là, il dit, écoutez, j'ai été dans l'entretoit, la ventilation est adéquate, mais on pourrait l'améliorer. Je vous suggère d'installer des maximums pour améliorer la ventilation. Est-ce que c'est une réparation ou une amélioration? Amélioration. Ça va. Est-ce que le changement de la toiture, c'est une réparation ou c'est une amélioration? Pas une réparation. Non, ça, c'est l'amélioration parce qu'elle est encore bonne. Ouais. Elle n'est pas encore bonne, mais... Évidemment, si vous représentez l'acheteur, puis je suis le vendeur, puis vous me revenez et dites, écoutez, M. Léger, on est prêt à procéder, sauf qu'on a appris des choses par l'inspecteur en bâtiment, puis on voudrait renégocier le prix. Mon client a été confronté avec 25 000 $ de dépenses qu'il n'avait pas anticipées ou quoi que ce soit. Est-ce que, supposons que c'est ventilation et toiture, est-ce que moi je suis obligé d'accepter ça? T'es l'inscripteur, toi? Moi je suis le vendeur. Non, mais ça se négocie. Ben, c'est toujours mieux, me semble, de s'entendre. Oui, évidemment, si on veut s'entendre. Mais je pourrais, disons, sur le plan strictement légal, vous dire, écoutez, je vous ai pas vendu une maison avec une toiture neuve, là. J'ai vendu une maison avec une toiture de 20 ans, 19 ans. J'ai pas fait de fausse représentation, c'est ça que vous achetiez. Et dans le fait, là, moi, si vous voulez que je paye pour une toiture neuve, parfait, mais ce ne sera pas le même prix de vente, là. Là, je vous vends une maison avec une toiture neuve. Hein? C'est ça. Je ne vous ai pas vendu une maison avec une ventilation déficiente, elle est adéquate, d'après ce qu'on comprend. On peut l'améliorer, mais moi, je ne paierai pas pour ça. C'est pas à moi à payer pour ça. Fait que vous comprenez que, supposons que le vendeur est un juriste, là, OK? Lui, c'est ça qu'il va vous répondre. Il va dire, regarde, c'est ça. Puis là, on peut faire le tour d'un paquet de choses, parce que vous comprenez que l'inspecteur en bâtiment peut dire, ça va être à changer. Les fenêtres commencent à arriver en fin de vie. Telle affaire, puis on peut peut-être penser que la fosse septique, malgré que ce n'est pas l'inspecteur qui va se prononcer, mais la fosse septique elle-même.
finalement, l'acheteur est confronté qu'à 50 000 de déboursés. Wow! Je ne veux plus la maison, moi, j'ai pas ça. Est-ce qu'il pourrait se sortir de la transaction? Hein? Ah, puis là, il me revient et il dit, écoutez, baissez le prix de 50 000 puis je l'achète. Mais moi, je vais lui dire, écoutez, je n'ai pas vendu une maison avec un fosse septique flambant neuf puis un champ d'épuration flambant neuf. Je n'ai pas vendu une maison avec une toiture neuve. Je n'ai pas vendu une maison avec des maximums de ventilation. Je n'ai pas... Mais ce ne sont pas là des facteurs susceptibles d'en faire augmenter les dépenses? Bien, un élément susceptible de façon significative d'en diminuer les revenus, augmenter les dépenses, quoi que ce soit. Ouais. C'est une toiture qui se tire à sa fin, veut pas, va être due, donc on calcule, il faut calculer en conséquence. Oui, mais ça, vous auriez dû, votre courtier qui vous a accompagné aurait dû vous sensibiliser à ça, là, comme tel. Ça, je pense que le juge pourrait aller aussi loin et dire, écoutez, je ne peux pas vous sortir de la transaction. Évidemment, ça peut faire un beau débat, là, puis je peux vous dire que pour avoir vu bien des clauses d'inspection, puis des acheteurs qui se font assommer, oui, ils débarquent, ils envoient le rapport, puis ils disent, écoute, je n'ai appris plus que je pensais ou quoi que ce soit, puis je sors. Mais on pourrait dire aussi que, regarde, ce que tu as appris, c'est de la nature des réparations, puis c'est pas de la nature d'une amélioration et non une réparation. Et donc, dans ce contexte-là, tu ne peux pas m'exiger de ça. En tout cas, il y a un bon débat à faire. Moi, je veux juste porter ça à votre attention, la distinction entre réparation et amélioration, et aussi la distinction entre de l'entretien courant. À tous les 3 ans, il faut tirer, faut sceller ou quoi que ce soit. On est rendu à 3 ans, ça n'a pas été fait depuis 3 ans, c'est normal. Je n'ai pas nécessairement à payer pour ça, là, de ce côté-là. Fait que vous réalisez que s'il n'y a pas quelqu'un qui aide cet acheteur-là à déterminer son prix, parce qu'il arrive là, il entend les oiseaux, il coup de cœur, il aime ça, il va payer le total, puis là, à un moment donné, nouvelle toiture, nouvelle fenêtre, nouvelle fosse septique, nouvelle ci, puis là, il n'y a pas moyen de faire ça. Mais quelqu'un aurait dû te dire que, regarde, tu achètes quelque chose qui est fatigué, puis il faut que tu budgètes en conséquence de ça. Votre rôle conseil, encore une fois, il est énorme. Énorme. Est-ce qu'on peut forcer un acheteur à acheter? Ça, c'est pas facile. C'est pas facile. Hein? Tu sais, l'acheteur qui dit j'en veux plus. Ah, tu es obligé d'acheter, c'est pas des éléments qui sont susceptibles de façon significative. Ouais, ben cours après moi. Tu sais. Je veux dire que c'est pas évident à forcer un acheteur à acheter. Mais, puis la plupart du temps, le vendeur laisse-la aller, il n'a pas le goût de me battre avec lui. Surtout si le produit, moi c'est ce que je pose comme question au courtier inscripteur. As-tu du monde en ligne qui veut l'acheter? Si la réponse est oui, bien pas de problème, on va la vendre à quelqu'un d'autre, puis on continue. Tu sais. Et à moins qu'on hérite d'un rapport tellement accablant que ça soit difficile de vendre la maison. Puis même là, je vous ai raconté qu'il y a du monde qui achète les maisons les yeux fermés pour l'inspection. C'est ça. Le rôle conseil de l'agent ou du courtier, toiture, fournaise, réservoir de mazout, installation sanitaire, etc. L'inspecteur veut vulgariser et produire un rapport écrit avec des photos pertinentes. C'est important. Il y a des inspecteurs qui sont des soi-disant professionnels, ingénieurs, puis il faut que ce soit un rapport, mais tu ne comprends rien parce que c'est écrit dans un langage que le commun des mortels n'est pas capable de savoir ce que ça veut dire. C'est le client qui embauche et qui paye l'inspecteur, jamais le courtier. Ça, il faut que ce soit bien, bien clair. Parce que si il fait inspecter la propriété par un inspecteur qui n'est pas assuré, et puis il trouve un problème important, pas mineur, important, là, 10 000 $, 15 000 $, 20 000 $. Puis là, il va voir un avocat, puis l'avocat dit, regarde, tu peux bien courir après l'inspecteur, mais il est insolvable, puis il est introuvable, puis il n'y a pas de police d'assurance. Comment tu l'as eu, ce gars? Bien, ça m'a été recommandé par François Léger, de Groupe Sortine-Laurentide. Il t'en a recommandé un ou il t'en a recommandé plusieurs? C'est lui qui l'a recommandé, c'est même lui qui l'a payé. Ah ben, là, ils vont me poursuivre moi. On dit connivence avec. Nous autres, on est couverts par une police d'assurance en responsabilité professionnelle. Fait que, c'est ça. Au niveau de l'inspection en bâtiment, l'OACQ vous recommande de recommander 3 noms sur une liste, puis laisse-les choisir. Hein? Pas un nom, 3 noms. Assurez-vous qu'ils sont assurés, qu'ils utilisent les formulaires de l'OACQ, de la Convention d'inspection, qu'ils travaillent selon les normes, qu'ils mettent un rapport écrit, toutes ces choses-là. Il y a des éléments de l'immeuble que l'inspecteur n'examinera pas. Le poêle à combustion lente et sa cheminée, système d'épuration des eaux usées, système d'alimentation en eau potable, etc. Ça veut donc dire que
quand vous avez une promesse d'achat acceptée sur une propriété conditionnelle à une inspection, il y a plusieurs personnes qui vont rentrer dans la propriété. Hein? Il y a plusieurs personnes. Quand on dit conditionnel à une inspection par une personne, ça peut vouloir dire qu'il y a plusieurs personnes parallèlement. Moi, vous comprenez que si je vous représente comme acheteur, ben, je vais dire, regarde, on va appeler Raymond Boyer et Fils ici pour faire un test de débit puis un test de qualité d'eau, puis ça. On va faire vérifier la cheminée. Je vais appeler une compagnie d'assurance. Il y a des inspecteurs ou les cheminées. Parce que l'inspecteur en bâtiment ne fait pas ça. Fait qu'il va rentrer peut-être 3 ou 4 personnes qui vont regarder ça avec leur champ de compétences, puis on va l'analyser comme ça. Donc, l'inspection en bâtiment, ça peut sous-entendre. Et la nouvelle clause d'inspection, je pense, prévoit ça plus que malgré que je l'ai lu, on l'avait amendé, mais ils sont revenus. Mais tu peux très bien justifier qu'il y a plusieurs personnes qui vont rentrer dans la propriété en même temps. Tu peux avoir un électricien, tu peux avoir un plombier, tu peux avoir un ingénieur en structure, tu peux avoir un spécialiste de toiture. Et ça s'inscrit dans la clause d'inspection. Il n'y a pas un généraliste seulement qui peut rentrer à ce moment-là. OK? Puis, bon conseil, c'est de dire, regarde, on va tout faire examiner au complet. On a pris 10 jours, plus 4, ça fait 14. Bien, rentre tout ce monde-là le plus rapidement possible pour être sûr qu'on a le portrait complet. Il y a des éléments, système d'opération. Vous allez devoir le prévoir et recourir à des spécialistes. Laissez l'inspecteur confirmer à votre client certains éléments délicats tels l'ampérage, le type de filage électrique, le type de plomberie, le type de fondation. Ça, écoutez, on n'est pas des spécialistes là-dedans, puis allez pas, évidemment, au niveau de la prise du contrat de courtage, faites bien attention aussi. Dit, regarde, j'ai un panneau électrique de 400 ampères, puis j'ai du filage, je ne sais pas quoi, en cuivre ou quoi que ce soit. Moi, je ne suis pas capable de savoir ça. Hein? S'il insiste pour le dire, qu'est-ce qu'on fait? Hein? Si on insiste pour le... DV. Je fais... DV, mais je fais une MO. C'est-à-dire, une MO, autre déclaration de condition. Le vendeur déclare que le panneau électrique a une capacité de 400 ampères. Parce que moi, je n'irai pas m'aventurer à dire ça. Que l'isolation est 12 pouces d'un mur ou 24 pouces d'un mur. Que le filage électrique a été refait au complet à neuf. Des choses comme ça, là. J'en ai parlé la semaine passée. On veut se protéger. Vous n'allez pas écrire ça. La fiche technique, vous êtes responsable de toute l'information qu'il y a là-dessus. Okay? Fait que si vous écrivez électricité refaite à neuf, vous avez besoin d'avoir des preuves, parce que sinon, c'est vous qui allez payer pour. Okay? Puis, isolation d'un mur, vous décrivez quelque chose, vous avez besoin d'avoir des preuves. Et à défaut de preuves, le vendeur sait. Fait que quand vous passez devant le juge, puis le juge, où vous avez écrit ça? Où vous avez pris ça, cette information-là? J'ai un écrit signé par le vendeur qui me confirme que c'est ça, à ce moment-là. En matière de responsabilité, c'est bien important. Le vendeur est tenu de rendre son immeuble disponible et accessible pour l'inspecteur, sinon le défaut pourrait être caché. Je m'explique. Un exemple qui me vient en tête, c'est que son sous-sol est tellement encombré de toutes sortes de choses qu'on peut plus voir les murs. Et si on avait pu voir les murs, on aurait vu des cernes, des traces d'eau, tout ça. Normalement, si on peut voir les murs, c'est un défaut apparent. Si tu ne peux pas voir les murs, parce qu'il a tout pris son bois de chauffage, puis il a tout mis sur le mur, d'en bas jusqu'en haut, complètement, bien, à ce moment-là, je ne peux pas voir les murs, le défaut que j'aurais pu voir est un défaut caché. Donc, comprenez-vous? Si je n'ai pas d'accès à l'entretoit, ou si l'accès est bloqué, ou quoi que ce soit, bien, le problème qui aurait été un problème apparent, parce que si l'inspecteur avait pu monter dans l'escabeau, d'arriver dans l'entretoit, prendre sa lampe de poche, puis examiner, puis voir que, oh, il y a des cernes, il y a de l'eau, il y a ci ou ça, ça aurait été des vices apparents. Mais s'il n'est pas capable d'y aller, OK, à ce moment-là, ça peut être un vice caché. Comprenez-vous? Parce que, puis je peux vous dire que l'inspecteur bâtiment, il va prendre beaucoup de photos. Quand il va arriver dans le sous-sol, puis il ne verra pas les murs, il va poser, de telle sorte que quand l'eau va commencer à rentrer au printemps, puis l'acheteur va tout défaire ça, ou il va brûler son bois de chauffage, puis le mur est à découvert, puis là, il va poursuivre, c'est un vice apparent, il va poursuivre l'inspecteur va dire, monsieur le juge, moi quand j'ai passé, voici ce que c'était. Il m'était impossible de constater l'état du mur à ce moment-là. Beaucoup de photos. L'accès au grenier, il va dire, regardez, voici le placard, là, il est plein. Moi, je ne déménage pas. Moi, je n'enlève pas les robes de mariée, puis le veston de monsieur, puis ci, puis ça.
il est plein, le vendeur a choisi de ne pas me laisser accéder, je prends une photo, puis c'est tout, ça vient de s'éteindre. Le vendeur est tenu de rendre son immeuble disponible, puis plus il collabore, plus les problèmes peuvent être des problèmes de nature apparente au lieu des natures cachées. Si tu n'es pas d'y aller, ça peut être un vice caché à ce moment-là. L'inspecteur n'est pas un déménageur. Hein? L'inspecteur ne déménage pas les meubles, tasse pas ça, ne lève pas des tapis ou quoi que ce soit. C'est au vendeur à rendre son immeuble disponible. L'inspecteur et la détention d'une police d'assurance responsabilité, on en a parlé. La propriété du rapport d'inspection et l'obligation de le rendre disponible. À qui appartient le rapport d'inspection? À l'acheteur. Si l'acheteur, en vertu de B2.4 ou la nouvelle clause, veut se divorcer, c'est quoi les conditions? Il doit Une copie au vendeur. avec un accusé de réception. C'est ça. Quand le vendeur reçoit cette deuxième copie-là, est-ce qu'il doit la mettre dans sa déclaration du vendeur, puis qu'il y a eu une seconde expertise, puis si, mettons, il veut la remettre sur le marché, puis il ne va pas la vendre avec cet acheteur-là, est-ce qu'il doit le mentionner au futur acheteur qu'il y a eu une deuxième expertise qui a révélé des points qui pouvaient lever... En principe, je te dirais que oui, il devrait faire ça. La DV demande s'il y a eu des rapports d'inspection et sont-ils disponibles. Fait que, ça, c'est une question qui est posée. S'il a complété la DV puis il reçoit un rapport par après, il peut faire une MO, une modification à la DV, puis dire j'en avais pas quand j'ai complété la DV, mais là j'en ai un rapport d'inspection, puis voici ce qu'il y en a. La question, c'est est-ce qu'il est tenu de le rendre disponible? Premièrement, si l'acheteur numéro 1 veut se divorcer, il faut qu'il remette au vendeur copie du rapport d'inspection plus une lettre. OK? Et une fois que le vendeur a le rapport d'inspection, il peut en faire ce qu'il veut. OK? Il n'est pas limité à dire, ben, le lit, je suis obligé de le remettre. Non, non, ça fait partie des règles du jeu. Tu veux te divorcer, il faut que tu me donnes le rapport d'inspection. Donc, le vendeur là, et le vendeur peut le photocopier puis le distribuer à beaucoup de monde à ce moment-là, ça lui revient. Est-ce qu'il est tenu de le remettre à l'acheteur numéro 2? Non, il n'est pas tenu. L'obligation que le vendeur a, c'est que le vendeur déclare n'avoir connaissance d'aucun facteur susceptible de façon significative dans la valeur d'augmenter les dépenses, diminuer les revenus. Autrement dit, il n'est pas intégralement obligé de prendre le rapport puis de donner à l'acheteur numéro 2 puis de dire, regarde, il y a un acheteur numéro 1 qui s'est divorcé, en vertu de B2.4 m'a donné le rapport, voici le rapport, prends le temps de le regarder. Il n'est pas obligé de faire ça. Il devrait le faire, mais il n'est pas obligé de le faire. Ce qu'il est obligé de faire, c'est de communiquer tous les éléments négatifs que le rapport contient. Mais là, le problème que tu as, c'est que tant qu'à les choisir, puis dire ça c'est négatif, je vais y en parler, ça c'est négatif. S'il en oublie un négatif, puis il ne dit pas, bien là, il ne s'est pas acquitté de sa responsabilité, déclare n'avoir connaissance d'aucun facteur susceptible de façon significative dans la valeur. Fait que tant qu'à faire, moi je dis au vendeur, regarde, tant qu'à faire, prends-le, remets-le, ça va être la meilleure façon de dire, regarde, moi j'ai tout laissé regarder, il a acheté la maison en pleine connaissance de cause à ce moment-là. Mais non, il n'est pas obligé, mais pratico-pratique, il devrait. Mais combien qu'il y en a de vendeurs qui, dans les faits, là, de remettre le fameux rapport au numéro 2? Oh, je te dirais que il y en a plusieurs. En supposant que c'est le même courtier inscripteur. Ouais. OK, là. Fait que lui, il est au courant, là, Ouais. qu'il y a un rapport qui a été remis. L'acheteur 1, il est divorcé. L'acheteur 2 arrive. Si le gars, il joue l'autruche, il décide de... Il y en a combien qui décide de jouer à l'autruche? OK, ben, c'est un bon point, là, parce que tu vas plus loin que je pensais. Qui décide de... Disons que tu es le courtier inscripteur, on se fait assommer qu'il y a un rapport accablant à sa propriété. Puis on prétend que l'acheteur numéro 1 était de connivence avec son inspecteur parce qu'il n'en voulait plus à la maison puis il essaie de trouver une porte de sortie. Là, on a une espèce de patate chaude. Le vendeur, il prend ça, il regarde ça en diagonale. C'est tout des faussetés, ça n'a aucun bon sens. Écoute, travail, pas compliqué, là. Mets-moi ça dans des chiqueteuses, là, puis on n'en parle pas. C'est ça. Qu'est-ce que tu fais, toi? Qu'est-ce que tu fais, toi, comme courtier d'immeuble, inscripteur? Quand tu sais qu'on a relevé des éléments, OK, dans le rapport, puis là, il dit oublie ça, ignore ça, parle pas de ça, balaye ça en dessous du tapis. Ben, moi, personnellement, je n'ignore pas les faits qui me sont connus. Alors, ce rapport-là est connu de moi, moi le dire. Je vais m'ouvrir la trappe, moi le dire. C'est ça. Mais s'il dit, pas-en pas, c'est toutes des faussetés, tu le sais que c'est toutes des faussetés, pas-en Moi, je pas. ne sais pas que c'est toutes des faussetés, ça a été rapporté dans le rapport. Fait que c'est pas des faussetés, c'est dans le rapport. Que toi, tu considères peut-être que c'est des faussetés, mais moi, pour moi, c'est pas des faussetés. Puis il y a un document qui dit que c'est pas des faussetés. C'est bien dit.
Bien. Alors là, ça va foutre la bisbille entre le courtier et son client, là. Ouais. Peut-être, là. Ouais. Assurément. Ouais. Mais au moins, Parce que tu pourrais te retrouver dans une situation où je respecte mon code de déontologie, en fait. C'est bien. C'est bien. Et ça pourrait aller aussi loin que, écoute, monsieur le vendeur, moi, si c'est ça que vous me demandez, je ne peux pas continuer à vous représenter. Ben, à la limite, c'est ça. Je ne peux pas vous continuer à vous représenter. Moi, vous ne pouvez pas. Moi, professionnellement parlant, je n'irai pas omettre des informations dont je connais l'existence. Oui, mais c'est toutes des faussetés. Mais pour le moment, là, moi, j'ai pas. Il y a un professionnel qui s'appelle un inspecteur bâtiment qui a passé sa maison. Lui, il a émis des opinions. Vous êtes d'opinion que c'est toutes des faussetés. Mais actuellement, là, moi, si vous voulez qu'on contrecarre ça, il va falloir qu'il y ait une contre-expertise qui soit faite par quelqu'un de crédible. Si vous m'arrivez avec des expertises, à ce moment-là, moi, je vais être très transparent. Je vais dire, regardez, monsieur l'acheteur numéro 2, voici le rapport d'inspection qui a fait tomber à la vente, mais on prétend qu'il y a des choses qui sont fausses là-dedans. Puis pour vous le prouver, on a 3 expertises spécifiques pour la toiture, les fondations, puis la structure, puis les voici. Puis vous prendrez votre décision à ce moment-là. Vous pouvez appeler les professionnels qui ont fait les contre-expertises là-dedans, à ce niveau-là. C'est ça. Ça, c'est comme ça que je le fais. Transparence totale. Autrement dit, si je fais faire des contre-expertises, la contre-expertise vient nier ce qui est avancé dans le rapport d'inspection numéro 1, on pourrait dire, bien, pas-en pas d'abord. Parce que dans le fond, la contre-expertise dit que c'est faux. Tu sais? Parce que là, au bout de la ligne, s'il y a une poursuite qui se passe, le vendeur, il peut aussi bien se revirer et dire c'est mon courtier qui m'a dit de m'en parler de cette affaire-là. C'est pas juste qu'il peut pas, il peut. Actuellement, c'est ce qu'ils font. C'est ce qu'ils font. À un moment donné, là, ils essaient de trouver un coupable ou quoi que ce soit. Okay? Mais à partir du moment où ils vous demandent d'ignorer des faits dont vous connaissez l'existence, ils ne peuvent pas faire ça. Et si vous avez une contre-expertise, vous dites voici l'opinion de l'inspecteur généraliste et voici la contre-expertise. À vous de décider. De toute façon, monsieur l'acheteur, numéro 2, je vous recommande très fortement de faire une inspection. OK? Par un inspecteur de votre choix. Tout le temps. OK? Fait que là, vous aurez tout ça ensemble, puis vous pourrez décider, vous, vous ferez une idée, puis vous décidez qu'est-ce que vous voulez faire avec ça, à ce niveau-là. OK? L'inspecteur, la propriété du rapport d'inspection, rappelez-vous que tous les rapports d'inspection antérieurs doivent faire partie intégrale de votre dossier. Oui, ils doivent faire partie intégrale. Est-ce que vous êtes obligé de les remettre? Non, mais vous êtes obligé de communiquer les éléments négatifs. Ils doivent être rendus disponibles. Ça, j'ai nuancé depuis que j'ai écrit ça. Inexistence du lien de droit entre l'inspecteur embauché par l'acheteur A et l'acheteur B. Vous comprenez très bien que l'acheteur A fait faire une inspection et finalement décide de se divorcer. Et là, on a un rapport d'inspection qui a été donné au vendeur et le vendeur a décidé, lui, qu'il le rendrait disponible pour tous les futurs acheteurs. Et là, vous achetez la propriété, vous décidez de ne pas faire une inspection parce que vous en avez un, puis ça semble sérieux et tout ça. Et là, vous aménagez la maison et finalement, il arrive un problème. On analyse le problème, c'est un vice apparent. C'est un vice que l'inspecteur aurait dû voir, qu'il a manqué. Et là, vous décidez de poursuivre l'inspecteur. Vous n'avez aucun lien de droit avec cet inspecteur-là. Parce que c'est pas, vous n'avez pas fait affaire avec. C'est pas lui qui vous ne l'avez pas embauché. OK? Fait qu'oubliez ça, vous n'avez aucun recours. Fait que c'est dramatique, là, parce que vous avez un rapport d'inspection qui vous a induit en erreur parce qu'il a oublié un élément, puis vous n'avez pas de recours. Hein? À la limite, prenez le même inspecteur et dites, regarde, faites-moi dans mon nom, là, ça coûte combien, là? Mais moi, je vais avoir la protection qui me permet de vous poursuivre dans l'éventualité où on découvre un problème. C'est très important, parce que si vous héritez d'un rapport, puis c'est pas vous qui avez payé l'inspecteur, puis c'est pas vous qui l'avez mandaté, vous n'avez aucun lien de droit contre cet inspecteur, même s'il est plein de fausseté. La pyrite et la vidange de la fosse septique, ben, la pyrite, c'est un matériau gonflant qui, au contact de l'eau, fait éclater des... Ça, évidemment, dans certains secteurs, il faut vérifier, voir est-ce que c'est susceptible, est-ce qu'il y en a de la pyrite ici, puis ces choses-là. La vidange de la fosse septique, je ne sais pas pourquoi j'ai écrit ça là, évidemment, elle doit être faite. Normalement, si on arrive à 2 ans ou 4 ans pour une résidence secondaire, ça peut être une condition que l'acheteur exige du vendeur. Fais-moi une vidange de fosse septique. Puis des fois, quand on demande une vidange de fosse septique, on demande aussi à cet individu-là qui va vidanger la fosse septique, peux-tu regarder, voir si elle est bonne ou pas bonne? Là? Des fois, il peut se prononcer sur la fosse septique, pas sur le champ d'épuration. L'inspection pré-vente versus l'inspection pré-achat, distinction et bénéfice de chacun. Mais je vous l'ai dit,
vous pourriez, théoriquement, avant même de mettre la maison en vente, faire une inspection pré-vente. Évidemment, c'est le vendeur qui va payer, c'est le vendeur qui va choisir l'inspecteur, puis vous pourriez rendre le rapport disponible avec réparation, s'il y avait réparation, preuve de réparation à ce niveau. Ça doit être assez rare, ça, hein? Oui, c'est rare. Mais c'est qu'il y a des courtiers qui disent, moi, je ne veux pas de trop, je ne veux pas commencer à faire une mise en marché d'une propriété, puis réaliser par la suite. Parce que l'inspection, c'est ça qui arrive. Hein? On trouve des problèmes importants, mais il est minuit moins 3 quand tu découvres ça. Là, tu as fait toute ta mise en marché, tu as travaillé, tu as fait des visites libres, tu as dépensé de la publicité, tu as fait tout ça. Tu te dis, ah merde, si j'avais su l'existence de tout ça, j'aurais jamais fait la mise en marché de cette propriété-là. Hein? Puis il y en a qui sont. Il n'y a pas de solution facile. Il y en a là que c'est majeur comme problème. Et donc, tu peux très bien développer le réflexe, surtout quand tu as vécu un cauchemar comme ça, de dire au prochain vendeur que tu vas rencontrer, savez-vous ce qu'on va faire? Votre temps est précieux, le mien aussi. Là. Puis vous ne voulez pas vous faire négocier. Surtout, les vendeurs disent, moi, arrive-moi pas avec des renégociations, quoi que ce soit, après l'inspection. Je ne peux pas te garantir qu'il n'y en aura pas. Sauf que si vous voulez qu'on les diminue, on va s'assurer qu'on va être au bon prix, valeur marchande, puis on va avoir un rapport d'inspection qu'on pourra rendre disponible. Puis s'il y a des points qui sont relevés, qu'il faut qu'ils soient corrigés, on va avoir preuve à l'appui comme quoi on les a corrigés. Là, on a des bonnes chances de ne pas se faire renégocier. L'AIPQ, je vous l'ai dit, adhésion sur une base volontaire, obligation de référer plus d'un inspecteur, remise d'une liste d'inspecteurs. Comment identifier les bons inspecteurs honnêtes et professionnels? Est-ce que vous savez comment, moi? Hein? Je regarde s'il a l'air fin. C'est quoi? Regarde s'il a l'air fin. Tu regardes dans les yeux, hein? S'il est assuré, il utilise une convention d'inspection, puis des normes de Parce que vous commencez, là, hein? Puis là, même matin, votre première transaction, vous dites, OK, qui je recommande? Hein? Peut-être parler à vos confrères et vos consoeurs de travail. Dire, écoute, qui tu utilises, toi? Qui tu utilises? Pourquoi tu l'utilises? Qu'est-ce qu'il y a de particulier ou quoi que ce soit? Hein? Puis là, vous avez peut-être déjà une idée de qu'est-ce qu'il y en est à ce niveau-là. Si vous voulez vous faire inviter puis payer un lunch, vous appelez l'inspecteur, il va vous payer le lunch. J'aimerais ça vous rencontrer, je commence, puis on va parler de vous. Je suis disponible à midi aujourd'hui. Hein, c'est ça. Les démarcheurs vont vous aller luncher. Les inspecteurs, je ne sais pas, ils sont moins riches. Mais ils peuvent peut-être vous n'irez pas au même restaurant. Mais une des difficultés auxquelles vous êtes confrontés, c'est de trouver des bons inspecteurs. Parlez à vos confrères et vos consoeurs de travail. Dites, pourquoi tu le prends? Et puis, ils chargent, puis qu'est-ce qu'il y en a, puis qu'est-ce qui est particulier ou quoi que ce soit. Puis, ils ont leur liste de préférés. Je peux vous dire, avec le temps, ils se sont constitués une liste, puis je pense qu'ils n'auront pas de problème à partager avec vous. Si vous avez parlé peut-être des inspecteurs trop zélés aussi, il y en a de ça? Oui. Fait que, parce que là, en fait, c'est ça qui arrive. Des fois, disons, tu as un zélé qui te fait couler une transaction. Absolument. Ils ont Il y a un gars qui s'appelle Maurice Charney. M-O-R-R-I-S C-H-A-R-N-E-Y. Maurice Charney. Sur Google, là, faites Maurice Charney, il ressort. Là, puis, lui, il charge 4 000 $ par inspection. Pas 400, 4 000. Et ça prend 6 heures à peu près. Et puis, écoute, il va te la démolir la maison, là, sois assuré. À Montréal, quand il arrive, là, les courtiers inscripteurs regardent le vendeur et disent malheureusement, on ne fait pas de transaction aujourd'hui. C'est pas avec cet acheteur-là que vous allez acheter. Il a pris M. Charney, puis il s'est dit qu'il faut qu'il soit bien en amour avec la maison pour l'acheter après que Charney a passé dessus. Okay? Parce que Charney, c'est pas un inspecteur, c'est un démolisseur, parce que je comprends. Pour sortir d'un deal, c'est lui. Oui, 4 000 $. Tu vois toujours d'un bon côté, hein, c'est ça. Hein? Monsieur Charney. Mais c'est quoi qu'on peut faire dans le cas de même? Il n'y a pas grand-chose à faire. Idéalement, c'est de contrôler le choix de l'inspecteur en partant pour éviter que Maurice Charney arrive là, parce que Maurice Charney, il est incontrôlable. OK? Puis, écoutez, il y a des... quand j'ai donné la formation sur le NextB à Montréal, évidemment, il y a des courtiers qui sont allés aussi loin que dire, est-ce qu'en contre-proposition, mon vendeur pourrait revenir et dire, en référence avec la clause B2.4, n'importe qui sauf Maurice Charney. Il peut écrire ça dans une promesse d'achat ou dans une contre-proposition? Ça, c'est diffamatoire. Faites bien attention. Il ne devrait pas faire ça, à ce niveau-là.
Divulgation tardive. Ah, ça, je l'aime, celle-là. Quelle devrait être l'attitude de l'acheteur qui apprend de la part du vendeur quelques instants avant de signer l'acte de vente d'un problème potentiel? Ça, on a une DV, c'est pour faire parler le vendeur. OK? Disons que le vendeur n'a pas tout dit. On se ramasse chez le notaire. On est rendu chez le notaire. Là. Le camion de déménagement est là dans la cour, là, puis il a vidé sa maison, l'acheteur, puis il est là. Et là, le notaire a lu l'acte de vente, puis bon, tout le monde est content, tout le monde s'aime. Et là, il s'apprête à prendre la plume pour le signer. Puis le vendeur dit je veux juste m'assurer que. Je pense que je vous l'ai dit, là, mais j'ai eu une légère infiltration d'eau au sous-sol l'année passée. Comment vous réagissez à ça? Là? Hein? Comment devriez-vous réagir à ça? Hein? Tu donnes un coup de pied au ciel. Ouais, après ça, juste ça, c'est tout. Hein? Ça va lui faire plaisir de recevoir un coup de pied si c'est la seule chose que tu fais. Hein? Hein? On demande au notaire de mettre les breaks sur l'affaire, puis on va voir la fameuse infiltration. Moi, je peux vous dire par expérience que les divulgations tardives, c'est une façon, parce que, vous savez, juridiquement parlant, tout ce que l'acheteur connaît avant de passer chez le notaire, avant de signer, ça lui appartient. Fait qu'évidemment, on peut penser que le vendeur a compris au moins ce bout-là de l'air. Puis il dit, arrange-toi devant témoin pour lui dire ça. Là, s'il prend la plume puis il signe, c'est plus mon problème, puis c'est fait à ce niveau-là. On peut penser qu'à minuit moins 3, dans une situation comme ça, quand il te sort ça à la dernière minute, c'est peut-être un problème plus important qu'on pense. OK? Et ça peut créer beaucoup de méfiance. OK? L'acheteur, normalement, devrait, et c'est pas facile, là, je peux vous dire que c'est pas facile, de réagir de la façon suivante. Ouf! Un instant, là, il prend la plume, il met là. Il dit, écoutez, monsieur le notaire, monsieur le vendeur, tout le monde ici présent, je viens d'apprendre de la bouche de monsieur d'un problème dont je ne connais pas l'existence. Et je ne suis pas en mesure de quantifier l'envergure du problème à ce stade-ci. En autant que je suis concerné, on ne signera pas de vente aujourd'hui. Moi, je vais faire une expertise plus poussée. Là, je regarde le vendeur, puis je dis, je déciderai à ce moment-là si je vais acheter. Mais je veux juste vous dire, monsieur le vendeur, là, je m'en vais à l'hôtel, puis je m'en vais à un hôtel 4 étoiles. C'est vous qui allez nous loger. C'est vous qui allez payer pour tous mes dommages. Je cancelle mon camion de déménagement. Et là, je suis obligé de me loger temporairement. Et c'est à vos frais, là, à ce niveau-là. OK? Et je ne sais pas s'il va y avoir une transaction. OK? C'est ça. Ça, c'est, sur le plan juridique, légal, c'est la façon de te comporter. Mais je peux-tu vous dire que si vous êtes l'acheteur, puis vous avez une conjointe qui est à côté avec les 6 enfants dans le char, puis le chien, puis le camion de déménagement. Qu'est-ce que tu fais là? Et, voyons, wow, qu'est-ce que... Attends un peu, j'ai pas compris, là. Tu es en train de dire qu'on ne déménage pas aujourd'hui? Voyons, tu tombes sur la tête. Qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là, quoi que ce soit? Elle va te mettre tellement de pression que tu vas avoir un divorce. Tu as soit une maison avec un problème ou bien un divorce, un ou l'autre. Mais elle ne comprendra pas. Elle ou lui ne comprendra pas. Il va tout simplement dire hey, wow, qu'est-ce que c'est ça? Il a juste dit qu'il y avait un petit problème dans la fondation. C'est quoi ton maudit problème? Arrête de t'énerver, là. Ah ouais, il signe qu'on déménage. Voyons donc. Le beau-père arrive, on pose la tapisserie, les planches en bois franc, on démolit ici la toiture. T'as pas d'idée? Non, je ne signe pas. Mais il y a tellement de pression. Tellement de pression à ce moment-là. Okay? Puis sur le plan juridique, si vous signez, ça pourrait être interprété comme accepter le problème et accepter de vivre avec. OK? Et là, il pourrait y avoir peut-être dire, écoutez, j'achète, mais je me réserve le droit de poursuivre. Mais on ne sait pas comment le juge va interpréter ça. Le juge pourrait dire, écoutez, vous n'aviez qu'une alternative, c'était de mettre les pieds sur le frein et de dire, je ne signe pas. OK? Oui. Est-ce qu'on ne pourrait pas à ce moment-là faire ajouter dire on signe, mais ça doit être inspecté la fissure, puis si réparation, ce sera aux frais du vendeur? Évidemment, on peut peut-être convenir que le notaire va retenir un montant de 50 000 $ et que les réparations, mais évidemment, je peux vous dire que le vendeur va se débattre comme un diable dans l'eau bénite. Si lui n'accepte pas ça, qu'est-ce qu'on fait? Je ne pense pas, à ce stade-ci, que le vendeur va permettre que ça se fasse comme ça. Hein? On peut penser que le vendeur il essaie de m'en passer une petite vite. OK? C'est ça. Souvenez-vous de ce scénario-là, parce que c'en est un, là. Moi, quand il me le dit, quand je rentre dans la maison, puis on va passer chez le notaire potentiellement dans 6 mois d'ici, j'ai pas de problème avec ça. Mais quand il me le dit à la dernière minute, là, pourquoi il m'a camouflé cette information-là? Pourquoi il ne me l'a pas dit avant? Hein?
Dans mon rôle de courtier en tant que tel, mon client, je vois qu'il s'apprête à signer quand même. Oui, J'ai peur d'avoir un bon point. Attends une minute. Un bon point. là. Viens, notaire, laissez-moi sortir avec mon client. Puis madame aussi, venez aussi. On va s'asseoir là, dans un bureau à côté, puis on va se parler. Dis, regarde, écoute, je pense que tu ne réalises pas l'envergure et la portée de ce que il vient de se passer là. Je veux que tu penses à ça, là, tu prennes conscience. Si tu décides d'aller de l'avant, c'est pas moi qui assume le risque, c'est toi. OK? C'est ça. Hein? Puis ça, c'est un bon point. OK? Là, tu tapes sur l'épaule du gars, tu dis, oh, un instant, là, tu ne réalises pas ce qui vient de se passer. OK? Divulgation tardive. L'autre point qui est relié à ça, qui est, je ne sais pas si c'est là ou un autre, une occupation avant signature, êtes-vous favorable à ça? Hein? Non. On vous l'a-tu enseigné, ça? On vous en a-tu parlé? Oui, Hein? oui. Oui? Monsieur Léger nous a parlé. Monsieur Léger nous a parlé ça la semaine passée. Oui. OK. Les grands-mères, Oui, oui. adorables. Le moins possible. Hein? Le moins possible. Quelle histoire de la grand-mère? Hein? Quelle histoire de la grand-mère? Bon, Marcel Aubray qui va te la raconter. La grand-mère adorable, qui a pris des arbres. Définition et explication de l'ocre ferreux. Êtes-vous familier avec ça? Oui. Oui, ça va? Vous irez sur Google, vous allez trouver. Définition et explication au sujet de l'isolant du type vermiculite, zonolite avec une composante d'amiante dedans, comme tel. Ça, en soi, c'est pas dangereux. C'est dans le grenier, ça se désagrège pas, c'est stable, chimiquement, physiquement, tout ça. Il faudrait que les enfants aient joué dans le grenier, qu'ils respirent ça pour qu'il y ait quelque chose, tu sais. Mais ça a créé une peur bleue. Et je vous dis, aujourd'hui, il y a des personnes qui n'achèteront pas de maison, même si l'isolant est là, il y a une composante d'amiante, ils ne l'achèteront pas, parce que pour eux autres, c'est dramatique à ce niveau-là. Et oui, on peut s'en sortir à cause de ça. Moi, selon moi j'ai eu ma fille Anne Léger, première maison, un coup de cœur, puis là, elle appelle papa et maman, puis on va voir la maison, puis écoute, zonolite, un paquet d'affaires. Là, un moment, je l'ai pris, j'ai dit, regarde, t'es-tu bien sûr, là, ça? Puis je voulais pas qu'elle achète cette maison-là. Là, je suis le père que vous n'aimez pas qui arrive dans une transaction, puis qui fout le bordel dans la transaction. Hein? Parce que les enfants sont en amour avec la maison, puis tout ça. Moi, je regarde ça, je dis, ça n'a aucun sens. Puis je suis courtier d'immeuble, là. Ça n'a pas de sens, là. Il y a tel problème. La maison elle n'est pas fonctionnelle. Pas fonctionnelle, c'est pas d'une inspection, mais moi, je découvre la maison en même temps. Fait que là, évidemment, j'essaie de trouver des bibites qui permettent de sortir, à ce niveau-là. On a réussi à la convaincre, finalement. Attitude adoptée lors d'une demande d'inspection de complaisance. Bien évidemment, ce n'est pas nécessairement à vous qu'elle va être. Mais si l'acheteur appelle l'inspecteur et dit, écoute, je pense que j'ai payé trop cher, ou je pense que je ne la veux plus, tu me la démolir solide? Hein? Moi, te payer ce que ça coûtera, là, tu sais. Évidemment, on n'est pas témoin de ça, mais les bons inspecteurs disent non, moi je ne suis pas ici pour moi je suis ici pour donner l'heure juste, là. Je ne suis pas ici pour vous régler votre problème personnel ou quoi que ce soit, comme tel. Marche à suivre lors de la découverte, après la signature de l'acte de vente par l'acheteur d'un problème. Évidemment, dans un premier temps, peut-être qu'il décide, est-ce que c'est un vice caché ou un vice apparent? Est-ce qu'il a fait inspecter? S'il a fait inspecter, il appelle l'inspecteur et il dit, écoute, viens voir, chose qui ne va pas. Puis tu me donneras ton opinion à ce niveau-là. Prends des photos, documente. Et l'affaire, c'est que le Code civil est très sévère. Hein? Vous ne pouvez pas réparer un problème sans au préalable offrir à la partie qui est susceptible d'être poursuivie la possibilité de faire une contre-expertise avec l'expert de son choix. Donc, il y a toute une marche à suivre quand vous découvrez un problème avant de commencer à réparer le problème. Et je suis allé en cours, moi, j'ai entendu des procès où finalement l'acheteur avait découvert le problème, il l'a tout fait réparer, il n'a pas parlé au vendeur, puis après ça, il a poursuivi le vendeur. Le vendeur est arrivé en cours, puis le juge a dit, monsieur l'acheteur, vous n'avez pas accordé, il y a un article, tel numéro du Code civil qui doit être absolument respecté, c'est que cette personne-là n'a pas eu la possibilité d'aller voir, examiner avec l'expert de son choix la nature du problème à ce niveau-là. Donc, tout va. Et ça, c'est bien important. Puis évidemment, l'acheteur invoque urgence habituellement. Ouais, mais écoute, regarde, c'était urgent. Je peux vous dire que les tribunaux sont pas bien ouverts à l'idée de plaider urgence pour réparer puis sans en parler
À la limite, rejoins-les, donne-y 6 heures pour qu'ils viennent parce que l'eau monte, mais donne-y un délai de temps. Mais faire réparer sans que l'acheteur ou la personne qui va être poursuivie, l'inspecteur ou le vendeur, ait l'opportunité de venir voir le problème, oubliez ça. Puis il faut que vous documentiez. Ce que je veux dire, c'est que normalement, le problème n'est pas si majeur que ça. Et là, vous pouvez tenter de régler au téléphone. Écoute, Anthony, c'est moi l'acheteur de ta maison, là, on a un problème. Là. Écoute, j'aimerais ça que tu viennes voir, puis tu venais voir. S'il vient de son propre gré, puis j'ai des témoins, puis il vient, puis il regarde ça, puis il vient avec quelqu'un, ça va. S'il décide qu'il ne veut pas venir ou qu'il m'envoie le promener, là, il faut que j'envoie une lettre par courrier recommandé, dire écoutez, M. Bédard, on pense qu'on a découvert un problème, puis on pense que vous avez une part de responsabilité à cet égard-là. Et pour le moment, je ne suis pas capable de vous en dire beaucoup plus que ça. On vous donne jusqu'à telle date, telle heure, un délai raisonnable pour communiquer avec nous et prendre rendez-vous pour aller visiter la propriété avec l'expert de votre choix. Et si à partir de telle date, on n'a pas eu de vos nouvelles, on va présumer que vous avez décidé de ne pas procéder avec une visite, une contre-expertise ou quoi que ce soit, et on procéderait avec la réparation tout en vous tenant responsable à ce moment-là. Okay? Mais il faut le documenter parce que quand tu arrives devant le juge, il faut que tu sois capable de prouver que tu as vraiment accordé un délai raisonnable au vendeur ou à l'inspecteur en bâtiment de venir faire un tour et de regarder ça à ce moment-là. Différents indices permettant la détection et conséquences de maisons de culture de cannabis. Sur le site de l'OACQ, je pense que de plus en plus c'est documenté. Et encore une fois, vous n'êtes pas des inspecteurs en bâtiment. Puis je peux vous dire qu'il y a des maisons qui ont été retapées puis rénovées. Et c'est cosmétique. Il y a encore des champignons dans les murs, il y a encore ci, encore ça. Là. Mais la maison est belle, puis tu regardes ça, wow! C'est là où ça prend un expert qui va être capable de regarder tout ça. Puis eux autres, ils ont des façons de détecter les indices. Pourquoi le sous-sol est fini, puis le reste de la maison n'est pas fini? Pourquoi le sous-sol a tout été refait au complet? Qu'est-ce qui s'est passé ici? Qu'est-ce qui est arrivé ou quoi que ce soit? Les bons inspecteurs ont cette expertise. Prise de conscience de l'envergure de la responsabilité de l'inspecteur en bâtiment. Il faut identifier tous les problèmes apparents en approximativement 3 heures. Examen des circonstances dans lesquelles vous devez recommander à votre acheteur, client-acheteur, de demander une inspection exhaustive plus approfondie, entre autres, quand il achète avec l'abandon de la garantie de qualité. Ça, c'est inspection exhaustive à ce moment-là. Okay? Ou s'il veut faire une contre-expertise, c'est ça. On prend 5 minutes.